Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode de Coaching Public avec Julien, mon invité. Salut Julien, j'espère que t'as la forme. Salut à tous. Ouais, ça va un peu fatigué là ces derniers temps. Je pense que c'est Ça a un été peu le intense. concept du bull run crypto, mais ça va. Ok, bah tu m'étonnes. Si t'es pas fatigué en ce moment, je sais pas quand est-ce que tu vas être fatigué. C'est ça. Donc on creuse la dette de sommeil un petit peu plus chaque semaine. Ouais, mais c'est pour de bonnes raisons pour le coup. C'est C'est ça. assez justifié. Bon, cette semaine, il y a plusieurs sujets qu'on va aborder ensemble. Déjà, on va parler de cet échec cuisant de se procurer des compléments alimentaires de qualité à Dubaï. C'est On plus va voir, optimal. Ouais. tu les as avec toi ou pas, ce que t'as pu trouver ou pas, ce que c'est Non, je sais intéressant. pas. Là, je suis dans une autre maison, mais Ok. en gros, je me suis fait livrer de Prozis, du Prozis, et après des marques un peu plus locales. Mais comme on avait vu, il y a pas mal de choses que j'ai pris qui sont pas les meilleures formes d'assimilation, si j'ai bien compris. C'était ça, ouais. Euh, C'était ça. mais ouais, obligé. Notamment pour le magnésium, ouais. Mais on en reparlera. Donc il y avait ça. Ensuite, tu voulais qu'on parle un peu de lumière rouge, de red light therapy. Hmm. Sujet Ah, parce que intéressant. c'est quelque chose, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pas mal de copains qui font ça le matin, je vois beaucoup de personnes, même dans des pays chauds, des pays avec du soleil, donc qui sont pas en manque de vitamine D, Mhm. qui font quand même tous les matins un peu de red light therapy pour se réveiller plutôt que d'aller marcher dehors et d'avoir le soleil, par exemple. Donc je me demandais l'importance des red light therapy. Ok. Tu voulais qu'on parle un peu de créatine aussi, un des Mm, compléments les plus intéressants, parce que tu me disais que tu avais recommencé à te supplémenter. exactement, ouais. Plus par rapport au sport, mais je sais pas si ça avait un rôle autre que le sport. Ça en a un, même si c'est principalement connu comme complément dans le sport. Et tu m'avais demandé aussi quelle est l'activité sportive la plus adaptée. Mm, Alors après, ça dépend de chacun, mais bref, on y reviendra. Du coup, je vais démarrer par la thérapie de la lumière rouge. Alors moi, c'est un truc, je n'ai jamais testé encore, mais ça viendra. Je sais déjà quel est le modèle et quelle est la marque que je vais acheter. D'ailleurs, je t'enverrai le lien, je le mettrai sous la vidéo aussi. Parce que j'ai un ami qui en parle beaucoup, qui s'appelle le Druide Moderne sur Instagram. Et lui, il a expérimenté pas mal. C'est un mec qui est super calé sur ce domaine-là. Je sais pas si tu le suis, non? Tu vois ouais, qui je c'est? suis maintenant, ouais. Ok. Maintenant, je suis, ouais. Bastien. J'ai pas eu le temps de tout explorer sans l'Instagram bien de bons degen. Et ben lui a pas mal expérimenté ça. C'est un mec qui est très calé, docteur en neurosciences et tout, donc il est vraiment legit, encore plus que moi. Et donc il m'a fait une petite liste. Il m'a fait une petite liste des bienfaits. Et en fait, tu parlais de l'impact sur la vitamine D. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'impact que ça, parce que c'est une histoire de longueur d'onde en fait. Tu vois, la thérapie de lumière rouge, ça reproduit en fait les longueurs d'onde du matin et les longueurs d'onde du soir. Les longueurs d'onde quand le soleil est très proche de la ligne d'horizon, donc les longueurs d'onde les plus chaudes. Et Ok. les effets que les gens qui ont fait des études là-dessus relèvent, c'est plutôt des effets sur la peau, sur l'aspect de la peau, tout ce qui est cicatrisation, acné, etc. Donc ça, c'est vraiment superficiel. Et Mhm. après, c'est surtout au niveau de la récupération. Récupération musculaire, récupération après l'effort. Et ça, c'est le plus intéressant, je trouve, c'est que ça permet d'améliorer le rendement énergétique des mitochondries. Est-ce que tu vois ce que c'est les mitochondries? Est-ce que Ouais, tu te ouais, rappelles de tes cours de... On a ouais. dû voir ça en Moi, SVT à l'époque. j'avais fait sciences de l'ingénieur, mais ouais, je m'en souviens. Ouais. Enfin, je vois ce que c'est. Ouais. Ok. Bah, je rappelle vite fait pour ceux qui nous écoutent, les mitochondries, c'est comme des petites usines qu'on a partout dans notre corps, dans nos cellules, et qui fabriquent de l'ATP. L'ATP, c'est la source d'énergie qu'on va utiliser pour la locomotion, pour se mouvoir. Et donc, pour fabriquer de l'ATP, elles ont besoin d'acides gras, elles ont besoin de glucose, elles ont besoin d'oxygène. Et donc, elles ont un rendement énergétique. Et plus ce rendement est bon, bah, plus on se sent plein d'énergie, logiquement. Et donc, la thérapie à la lumière rouge permet d'augmenter la production d'ATP en améliorant le rendement des mitochondries. Donc c'est quand même assez ouf que juste en se mettant, ceux qui font ça en général, ils se mettent pas 10, 15, 20 minutes devant. Mm. Ils peuvent en Le profiter s'ils matin, veulent ouais. pour faire une séance de méditation, pour lire. Bon, idéalement pas pour traiter les mails ou faire je ne sais quoi sur son téléphone. C'est quand même censé être un moment de calme, faut en profiter. Mais Mhm. en tout cas, ça a l'air d'être du temps très bien investi, je Et trouve. c'est pas mauvais pour les yeux, parce que c'est quand même de l'intensité que tu envoies dans tes yeux, je sais pas. Elles ont l'air d'être Euh, hyper fortes, les lumières. Je Tu dois crois pas porter des à lunettes. vérifier. C'est vrai que certaines personnes le font en fermant les yeux, d'autres en portant des Mhm. lunettes, mais je suis pas certain que ce soit une obligation. Il faudrait que je vérifie ça. Il y a d'autres trucs aussi que j'avais noté. Effet sur l'inflammation, sur les douleurs. Bah, on est dans la même thématique que la récupération. En gros, ça va accélérer la récupération, la cicatrisation, et ça va tamponner l'inflammation. L'inflammation, c'est, pour faire simple, tout ce qui finit en it, c'est une conséquence de l'inflammation. Arthrite, polyarthrite, rhinite, etc., etc. Ça te parle? Ouais, ça me parle, ça me parle. Donc tout ça, toutes ces choses-là, ça a un effet dessus, un effet bénéfique. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Donc tu recommandes de tester la lumière rouge, et Ah tu oui, penses oui, qu'on tout le monde est plus ou moins réceptif, ou alors il y en a qui vont être plus réceptifs que d'autres, ou je sais pas, par exemple moi je suis à Dubaï, j'ai l'impression que je vais marcher le matin, j'ai ma lumière, j'ai ma green, enfin ma red euh, light therapy, pardon. en fonction de ton quotidien et de la quantité de lumière que tu vas recevoir, et après en fonction, je pense, de la quantité de mélanine qui est dans ta peau,
ça va faire une plus ou moins grosse différence dans ton quotidien. J'imagine, tu vois, moi en ce moment, je suis en France, ça fait 2 mois qu'il pleut, là je suis à Paris, c'est l'enfer. À mon avis, si je fais une thérapie red light, je vais le sentir. Toi qui es Ok. à Dubaï depuis, bon là t'es rentré, mais à Dubaï depuis 2 mois, c'est peut-être un petit peu différent. Peut-être que tu vas sentir un moins gros Hmm. changement, je pense. C'est un Ok. peu comme si tu dis à quelqu'un qui mange des aliments bio qui viennent de son jardin, hyper riche, tu lui dis prends des compléments alimentaires, ça va pas lui faire le même effet que quelqu'un qui vit en ville et qui bouffe au KFC tous les jours. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ok, ok. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Et puis, effet aussi sur le sommeil, parce que le fait de s'exposer à la lumière rouge le soir, le simple fait de regarder un coucher de Mhm. soleil, permet de recalibrer l'horloge biologique, le rythme circadien, et donc d'améliorer le sommeil, de dire au corps, Ok. le soleil se couche, on baisse le cortisol, on balance de la mélatonine pour dormir, on se prépare à dormir, on se prépare au repos. Donc ça permet Ok. d'enclencher la réponse de relaxation et d'améliorer le sommeil. Donc très intéressant pour ça aussi. Et ça, tu penses que le corps est encore. Ça, c'est dû un peu à notre. Enfin, je sais pas, Ouais, il y a quand on était. Il y a 2000 ans, et tu penses que le corps humain est toujours réceptif à ça? ouais, ouais, ouais. Et Tu penses c'est qu'on une a toujours mémoire. entré en nous enfin, ce rythme circadien, etc. Ouais, 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 c'est une Ok, mémoire ok. génétique qui date de, je sais pas, on peut compter en centaines de milliers d'années, hein, même avant que l'homme soit pleinement évolué dans sa forme finale, on va dire. Alors que la lumière artificielle, ça date de quand? On a été à la bougie jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. La bougie, c'est des Ouais, longueurs ça y d'onde très chaudes, tu vois. Ok, ok. Aujourd'hui, je sais pas, ça fait combien de temps? Thomas Edison, l'ampoule au tungstène, je sais plus de quand ça date, mais ça a Ouais, ça fait quoi, un 200 ans, siècle? quoi, non? Ouais, 200 ans. 200 ans à l'échelle de l'évolution, c'est que dalle. Comment veux-tu que la génétique s'adapte à cette vitesse? Elle a peut-être commencé à s'adapter. Et c'est quelque Hmm. chose qui prendra du temps, j'imagine. Donc oui, Hmm. ça a un énorme impact. Et on le sous-estime énormément. En plus, aujourd'hui, on a encore pété les plombs, on met des LED partout avec des longueurs d'onde très froides. Catastrophe. C'est pour ça que le soir, c'est intéressant de baisser l'intensité lumineuse autour de nous et de faire baisser la longueur d'onde, enfin de faire monter la température de couleur. Donc utiliser des ampoules assez chaudes, voire même des modulateurs qui permettent de régler la température de couleur de tes ampoules, par exemple. Tu vois, le matin, tu mets assez froid, ça va plus te réveiller, et le soir, tu mets plus chaud pour te préparer au sommeil. Ça, c'est un truc qui est très efficace. Et après, il y a toute la thématique des écrans, de téléphone, d'ordinateur, lunettes anti-lumière bleue. Alors ça, je vais inviter un spécialiste sur ma chaîne, qui est un très bon ami, qui est opticien, qui est spécialiste de ça, et on va en parler parce que selon lui, les lunettes anti-lumière bleue ne servent à rien. Parce que c'est vraiment une histoire de Ah longueur merde. d'onde, de précision, et il y a certaines paires qui sont tellement merdiques apparemment qu'elles bloquent certaines longueurs d'onde qui sont indispensables. Donc en fait, ce serait contre-productif. Ok. Parce qu'en fait, le rôle donc moi, c'est ce que je porte là, de ces lumières avec ces filtres lumière bleue, c'est parce que c'est des lumières qui sont hyper J'en ai, ouais. excitantes, c'est ça? Et du coup, la nuit, enfin, c'est vrai que ça t'abîme l'œil, et en plus, ça fait que tu dors moins bien la nuit, c'est ça? C'est pas que ça t'abîme l'œil, c'est qu'en fait, c'est des longueurs d'onde qui sont considérées Mhm. comme le cerveau, comme un signal que la journée commence. Et Ok. donc comme un signal qu'il faut faire monter le niveau de cortisol pour réveiller le système. Mhm. Et donc en fait, les lumières bleues dans les écrans envoient un signal complètement aberrant, parce qu'on regarde les écrans le soir parfois. Et c'est pour ça que Mhm. des filtres lumière bleue, même dans ces lunettes-là, le mien Ok. est pas terrible. D'ailleurs, je dois y retourner pour le changer, parce que ça me pose problème pour retoucher des photos. Le filtre lumière bleue dans ces lunettes, s'il est de mauvaise qualité, eh ben, il peut avoir tendance à bloquer les longueurs d'onde indispensables Mhm. pour bien te réveiller. Et si tu les portes toute la journée et même le matin, Ok. ça peut avoir un effet délétère à ce niveau-là, tu vois. Ok, ça devient technique. Donc le matin, faut pas mettre les lunettes tout de suite. Le Ok, pire à ok. faire, c'est de porter des lunettes de soleil tout le temps. Parce que si tu portes des lunettes de Ah soleil ouais? tout le temps, bah tu empêches ton œil d'être exposé à tout le spectre de longueur d'onde. Chose dont il a Ok. besoin, il a évolué pour ça, tu vois. Hmm. Ok, ok. Moi, je mets Ouais. souvent des lunettes de soleil parce que j'ai l'impression que ça te protège un peu l'œil. Mais c'est marrant ce que tu dis là. Et en fait, les gamers, eux, ils mettent des lunettes souvent qui sont jaunes parce que ça filtre Eh justement ben, toutes ces longueurs d'onde là qui sont pas bonnes et qui fatiguent l'œil. écoute, Pourquoi on dit que ça fatigue l'œil si ça te suractive entre guillemets? c'est deux sujets différents. On dit que ça Ok, fatigue. ok. Je suis pas sûr que ce soit les longueurs d'onde, la lumière en elle-même qui fatigue l'œil. Enfin, c'est pas la Hmm. longueur d'onde, c'est la quantité de lumière. Ok, Et ok. c'est la proximité avec l'écran. Je suis pas, Ok. ça, je te dis, je vais inviter mon ami pour en parler, il sera plus qu'avec moi, mais je dirais pas que c'est le fait de mettre des lunettes qui va empêcher de fatiguer l'œil. Enfin, ça va jouer sur les longueurs d'onde, donc ça va pas jouer sur la quantité de lumière, à moins que ce soit des verres vraiment teintés, où là, effectivement, ça va jouer sur la quantité de lumière, mais du coup, c'est un peu con, il suffit de baisser la luminosité de l'écran. Mais la Ouais. fatigue, elle vient surtout de la proximité et de la sursollicitation, du fait qu'on est tout le temps, on doit se concentrer sur différents endroits sur l'écran et qu'on doit faire des mouvements très rapides et que c'est hyper Mhm. exigeant au niveau de la contraction du cristallin dans l'œil, etc. C'est encore autre chose. C'est là, on rentre vraiment dans le complexe et on rentre dans un champ que je ne maîtrise pas. C'est pour ça que je veux vraiment faire cette interview avec mon ami là, parce que c'est un sujet important quand même.
Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Donc voilà Ok, ok. pour la lumière rouge. Donc oui, Donc je c'est intéressant. recommande et je t'enverrai. Surtout les gens qui sont dans des pays du Nord, du coup, parce que j'ai pas mal de potes en Estonie, à Tallinn et tout ça, eux, c'est indispensable, Ouais, quoi. tu Je vois sais qu'ils le quand font déjà pas mal, hein. En vrai, la culture est déjà très développée là-bas sur ça. intéressant. Tu vois, ils ont de l'instinct. C'est là où ils en ont le plus besoin que ça c'est le plus développé. Hmm. Mais oui, oui, je leur Ok, conseille ok. vivement d'essayer. Et puis, j'en profiterai pour rappeler l'entreprise Triplex qui Mhm. produit un panneau LED qui a l'air pas mal du tout, que le Druid recommande. Et puis, je leur proposerai un petit partenariat. Parce que, de toute façon, sur ces trucs-là, il n'y a pas de. Parce qu'on dit qu'on donne pas de conseils médicaux, mais sur de la lumière rouge, ça veut pas, il n'y a pas d'effet négatif, genre. Je À part pense si le que mec se met trop près, il va se brûler la peau, il va se brûler les yeux, donc il faut savoir utiliser la machine, mais il y a pas de. Tu peux pas avoir d'aspect négatif, non? c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai tendance à croire que tout le monde a suffisamment de responsabilités individuelles pour se comporter comme un adulte, mais peut-être que non. Alors, il faut prendre des précautions. Ah, mais Ouais, faut bon. prendre des précautions, je pense. Je suis pas certain que ce soit considéré comme un dispositif médical, en tout cas aux yeux de la loi française. Je Hmm. demanderai à mon ami, parce que lui, il saura. Lui, il saura, Et c'est d'ailleurs, sûr. c'est comment ça? Si par exemple, on est là, on dit un truc qui est un dispositif médical, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'on n'est pas médecin. Genre, du coup, Ah bah, on peut se faire poursuivre. écoute, toi, tu as l'habitude, puisque tu prends soin de dire que ceci n'est pas un conseil en investissement à la fin C'est un d'une investissement, vidéo ouais. sur les cryptos. Donc, en fait, là, on devrait dire, souvenez-vous bien que si vos capacités cognitives sont limitées et que l'envie vous prend de faire n'importe quoi, nous ne sommes pas médecins et ceci n'est pas une recommandation médicale, blablabla. Bla, bla, bla. Mais du coup, si t'es médecin et que tu dis n'importe quoi, c'est pas grave. Ah, c'est absurde, mais je crois que tu as raison. Il y a plein de médecins qui disent un peu n'importe quoi. On en parlait déjà la dernière Ok, fois, ok. l'avant-dernière Ouais, fois. ça. Non, Ah, c'est marrant ça. dès qu'ils sont tamponnés médecins, Hmm, qu'ils ont le sceau sacré, c'est bon. hmm. Regarde, il y a des analyses qui disent Je suis quand n'importe même. quoi. Ouais. Peut-être ça va faire une bonne transition sur le deuxième sujet. Parce que mon ancien médecin à Paris, à l'époque, je prenais de la créatine parce que je faisais beaucoup de sport. Qu'est-ce qu'il Et t'a dit? il me disait, mec, c'est hyper mauvais, tu vas attraper un cancer, tu vas mourir, arrête ça. Et du coup, moi, en plus, ça m'avait fait un peu pas peur, mais j'étais là en mode, mais ça me semble un peu absurde, c'est la réaction. Genre, c'est pas en mode, ouais, n'en consomme pas trop, ça peut être négatif, c'est sur long terme, c'est genre en mode vraiment, tu vas mourir. Et du coup, j'étais allé regarder sur internet et je lui ai envoyé des articles, je fais, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, et tout ça. En plus, j'en prenais enfin, tu sais, en dose, enfin, pas dans les doses Ouais, qu'ils ouais. conseillent, enfin bref, je sais pas. En plus, je prenais le label Créapure, justement, on en parlait la dernière fois, j'ai regardé, donc c'est bien le Sûr. label Créapure qu'il faut pour avoir la meilleure créatine, entre guillemets. Bon, après, sur certains tels labels, c'est un peu Euh, bullshit. Mais si tu prends de la créatine de qualité, je pense que le label fait sens. Et du coup, en fait, je me dis, est-ce que je peux le poursuivre? Parce que pendant tout ce temps, il m'a dit de pas prendre de la créatine et peut-être que je serai plus musclé aujourd'hui, je serai en meilleure santé. Donc je me dis, est-ce que je peux le poursuivre et récupérer des dommages et intérêts? Quel âge il a ce médecin? Bon, en plus, il était pas vieux, hein, il avait la quarantaine, 40 Ah, ans. En plus, ça il va. faisait du sport. En plus, il était sportif. Donc après, je lui avais dit même, mais tu devrais essayer la créatine. Je pense, enfin, des études que j'ai lues. Encore une fois, je fais pas de conseils en médecine, mais des études que j'avais lues, franchement, c'est un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde. Oui, Et toutes les études que j'avais lues, tu avais a priori quasiment pas d'effets secondaires. Après, toujours pareil, si tu prends dans les doses recommandées, là, encore une fois, je t'envoie une vidéo d'un mec qui prenait, je sais plus combien, genre 6 on fois fera la la dose. dose de créatine Ouais. par jour. Donc, il y a de fortes chances qu'après, le corps l'élimine ou que ce soit limite un peu toxique pour le corps tellement t'en prends. Tu fasses Évidemment. trop travailler tout ce qui filtre tout ça. Mais si t'en prends dans les doses, on va dire, recommandées et tu le prends de la bonne façon, franchement, tu regardes toutes les études, il y a quasiment aucune contre-indication ou je sais pas, genre, c'est contre-indication, c'est pas le terme, c'est contre-indication, c'est même un truc qui est bien, tu peux pas le prendre parce que, je sais pas, t'es une femme enceinte ou quoi. C'est ça une contre-indication? C'est Je ça sais une pas trop. contre-indication, mais ça Ok, peut s'élargir à ce qu'on dit là. ok, Il ok. y a des contre-indications à prendre des doses élevées de créatine. Ok. Ça dépend ce qu'on Ah oui, entend par voilà. dose élevée. Quand tu prends 5 fois la dose recommandée, évidemment, la dose fait le Hmm. poison et ton corps il va pas kiffer. Comment? Contre-indication, ils disent situation dans laquelle on ne doit pas donner le médicament pour des raisons de sécurité, tu vois. Donc Ouais. créatine, je sais pas quelle contre-indication il y a sur la créatine. Il y en a peut-être sûrement plein, beaucoup plus que ce que j'ai en tête. Mais d'ailleurs, peut-être qu'on peut regarder. Je Ça y t'invite est. à regarder, mais en tout cas, pour parler de créatine, on revient toujours aux mêmes fondamentaux. L'ATP, Mm, adénosine triphosphate, mm, substance que les mitochondries fabriquent pour produire de l'énergie. Je l'ai pas dit tout à l'heure volontairement, mais les mitochondries, elles ont aussi besoin de créatine phosphate pour produire de l'énergie, pour produire de mhm. l'ATP, en plus des acides gras et du glucose. D'ailleurs, parenthèse, il faut du glucose, donc si vous faites une diète cétogène et que vous forcez votre corps à être en cétose pour produire de l'énergie, ça va être compliqué. Bref, ça peut durer quelques temps, mais c'est un mode survie, quoi. C'est comme la réserve sur votre voiture. Parenthèse fermée. Donc, créatine phosphate, très important pour produire de l'ATP. Et dans l'alimentation générale, en termes de quantité, 1 kg de viande rouge égale 4 grammes de créatine. 4 grammes de créatine, Ok. c'est à peu près la dose qu'on recommande de prendre quand on se supplémente. C'est la petite scoop comme ça, là. Ça fait 3 à Mm. 5 grammes en fonction de comment on la remplit.
Donc c'est quand même pas mal, mais on n'est pas dans une dose qui peut poser problème. Alors peut-être qu'il y a des contre-indications chez certaines personnes, dans certains cas précis. Encore une fois, moi je suis pas médecin, je les connais pas. Je pars Ouais, du principe que chacun. contre-indication pour la créatine, ils disent encore une fois, pas les femmes enceintes, Ouais. ni les enfants, ni les adolescents, ni les personnes qui souffrent de problèmes rénaux. Enfin, je pense les trucs classiques, on va dire, Oui, parce que voilà. ça c'est intéressant. On dit souvent, les gens qui n'y connaissent rien disent souvent que les protéines en poudre c'est mauvais pour les reins, la créatine c'est mauvais pour les reins. Non, c'est problématique pour quelqu'un qui a déjà des reins fragiles. Pour quelqu'un qui a des reins qui fonctionnent normalement, il n'y a pas de problème. Ensuite, voilà, un truc intéressant, c'est qu'en fait, la créatine, je vais diviser en deux. Il y a les bénéfices à court terme et les bénéfices à long terme. Les bénéfices à court terme, c'est surtout utile pour le sport. En gros, quand on prend de la créatine tous les jours, on va augmenter la saturation en créatine dans les muscles. On peut monter de 30%, ce qui est beaucoup, hein. Et ça va avoir pour effet d'augmenter la récupération, ça va avoir pour effet d'augmenter la force, la capacité à récupérer entre les séries et entre les séances. Et on va gagner 10-15% de force selon les sources que j'ai trouvées. Donc c'est intéressant pour aller augmenter ses max et pour aller, on va dire, élargir sa zone de confort et pour progresser plus vite. Le truc, c'est que dès qu'on arrête la créatine, en fait, déjà, il faut apparemment 2 à 3 semaines pour saturer les muscles en créatine, pour obtenir tous les effets. Et quand on arrête, bah, la désaturation survient et on perd les effets. Ça, c'est les effets à court terme pour le sport. Donc c'est intéressant si tu vas à la salle, c'est intéressant si tu fais de la muscu, Ouais, hyper etc. intéressant. Et c'est surtout intéressant pour les efforts courts et intenses. Ok. Un marathonien ne tirera pas les mêmes bienfaits d'une prise de créatine qu'un bodybuilder, quelqu'un qui fait de la Et du force. coup, la créatine, comme tu dis, ça, j'avais entendu que ça mettait du temps à, je sais plus, enfin, tu vois, je sais pas comment on dit, avoir cet effet de charger dans le corps, c'est-à-dire qu'il faut, comme tu disais, c'est-à-dire qu'avant que genre, ta prise de créatine, elle soit à 100% en capacité, ça, tu disais, ça prend plusieurs semaines, ça, j'avais déjà entendu. Mais du coup, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des cycles. Quand tu prends la créatine, c'est quoi le plus optimal? Les gens qui en prennent, parmi les gens que je connais qui en prennent pour une pratique sportive, il y en a qui en prennent toute l'année. Ok. C'est rentré dans leur routine de prise de compléments du matin. Alors certains vont trouver Mhm. ça un peu aliénant, libre à chacun. Ça dépend de à quel point tu en tires un bénéfice. Et d'autres font des cures. Moi, je vois pas trop l'intérêt de faire des cures, sachant que bah du coup tu satures, tu désatures, tu satures, tu désatures. Mhm. Pourquoi pas faut tester, faut tester. Tu sais, il y a une Ok. sacrée part de subjectivité là-dedans. Et je Je pense que regarderai un chaque... petit peu les études là-dessus, ce qu'ils conseillent. Est-ce que tu peux le prendre à l'année? Est-ce qu'il vaut mieux faire des cycles? Parce que je sais que je sais plus si je crois que c'est sur la créatine ou ce que j'entends beaucoup, c'est qu'ils font des cycles genre, je sais pas, une semaine 1 gramme, la deuxième semaine 2 grammes, troisième semaine 3 grammes, et après boum, ils saturent comme ça, qui reste comme ça sur un plateau pendant pas mal de temps. Et après, je crois qu'ils coupent d'un coup. Je crois que c'est le truc classique, ça. J'ai peur de dire des bêtises, Je saurais pas mais te dire. Je suis pas assez calé faudra là-dessus. que Je je t'avoue regarde. que la créatine, c'est un complément qu'aujourd'hui je ne prends plus. Et là, Ok. du coup, ça m'a donné envie d'en reprendre parce que j'en ai dans mes placards en plus. J'en prenais à l'époque et il me semble que effectivement, c'est l'époque où j'avais le meilleur niveau en termes de performance sportive, hein, je veux dire. Ok. C'est là où je soulevais le plus, où je faisais le plus de traction, etc. Ok. Donc ça m'a rendu curieux, ça m'a donné envie de Incroyable. repéter. Un truc important, c'est que dans le corps, il y a tout un tas de synthèses qui se produisent, de mécanismes, de processus pour synthétiser des substances, etc. Synthétiser de la créatine, on le fait naturellement, mais c'est une synthèse qui demande beaucoup d'énergie, qui mobilise 3 acides aminés différents. Donc, pour rappel, les acides aminés, c'est les composantes des protéines. Donc, c'est un mécanisme qui va demander beaucoup d'énergie. Donc, en gros, si vous êtes fatigué, si vous êtes au régime, si vous êtes malade, ça va altérer le mécanisme de synthèse de la créatine. Donc, ça peut être d'autant plus intéressant pour ces gens-là de se supplémenter. Ça dépend de la maladie, ça dépend du profil. Chacun est responsable, chacun est un adulte. Nous ne faisons pas de conseils en blablabla. Blabla. Donc ça, c'est les effets à court terme. Vraiment intéressant pour le sportif. Mais il se trouve qu'il y a aussi beaucoup d'effets à long terme. Et comme tu l'as dit, c'est un des compléments les plus étudiés, si ce n'est le plus étudié au monde. Et je vais t'en citer quelques-uns parce que c'est hyper intéressant. Donc, effet à long terme. Augmentation de la production d'IGF-1. L'IGF-1, c'est une hormone de croissance, c'est une hormone anabolisante. J'en replace une pour les adeptes du jeûne intermittent. La plupart, ils font ça pour stimuler la production d'hormones de croissance. Bah, ça marche aussi. Je sais pas dans quelle proportion, Je mais sais pas. intéressant. Euh, Augmentation aussi de la MGF. La MGF, c'est une autre hormone de croissance. Sachant que l'IGF-1, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi celle qu'on trouve en grosse quantité dans le lait de vache. C'est ce qui fait que le veau, il sort et en un an, il prend 100 kilos, quoi. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Exactement. On veut devenir des énormes bœufs. Même c'est intéressant ça, parce que tu sais pourquoi, enfin, moi je fais 10 centimètres de plus que mes deux parents, j'ai bu du lait comme un cochon. Ma sœur, elle fait 10 centimètres de moins que mes deux parents. Bon, elle a moins de testo aussi peut-être, mais bref.
On grandit de plus en plus, et surtout dans les pays où on boit beaucoup de lait, et encore plus depuis que le lait, dans sa forme moderne, est plein d'hormones de croissance. Plein d'hormones de croissance, ouais. Intéressant. On a aussi augmentation de la synthèse du glycogène, pardon, dans les muscles. Ok. Donc, le glycogène, c'est la façon dont le corps stocke l'énergie. Le glucose est transformé en glycogène par le foie, si je dis pas de bêtises, pour stocker de l'énergie dans les muscles. Et c'est cette source d'énergie-là qu'on va consommer en premier quand on fait un effort physique. Mhm. Donc ça permet d'augmenter la synthèse de glycogène et donc de reconstruire plus facilement. Et alors, je sais pas si ça permet de reconstruire plus rapidement les réserves de glycogène ou si ça permet d'augmenter la quantité de glycogène stocké dans les muscles. Je pencherais plutôt pour la première option, mais à vérifier. Parce que la capacité de stocker le glycogène, je vois pas pourquoi elle augmenterait. À part si les muscles grossissent. Ouais. Ensuite, on a une augmentation de l'activité des cellules satellites musculaires. Les cellules satellites, elles servent à réparer les fibres. Ok. Donc Donc ça, récupération plus rapide, long terme. Exactement. Tu comprends pourquoi la créatine, ça permet de récupérer plus vite. C'est ce qui est le bénéfice le plus. Moi, je sais que les deux trucs créatine qu'on dit le plus souvent, c'est force et récupération. Ouais, c'est les deux plus connus, et je pense que c'est ceux qu'on le met le plus en avant parce que la cible qu'on vise généralement, c'est les sportifs. Après, on pourrait aussi leur parler des hormones de croissance, mais je sais pas, peut-être que c'est déjà un peu trop compliqué pour l'internaute moyen. Ouais, j'avais déjà entendu que c'était anabolisant, donc je pense que c'est un peu lié à ça, ou ça n'a aucun rapport. Moi, j'avais entendu aussi, et là je l'ai pas retrouvé, tu vois, en faisant quelques recherches, que ça augmente la rétention d'eau. Ouais, ça augmente le volume musculaire, on va dire. Et dernier effet, diminution du taux de myostatine. Une myostatine, c'est une protéine qui se trouve dans les muscles, et l'activité de cette protéine bloque le développement musculaire. Donc encore une fois, moins de myostatine, plus de développement musculaire. On est toujours sur les mêmes effets. C'est juste qu'on creuse un petit peu plus en détail pour comprendre ce qui se passe. Donc oui, la créatine, Et un complémentaire pour les sportifs. Si t'es pas sportif et que tu fais pas beaucoup de sport, ou en plus du sport d'hypertrophie, j'ai envie de te dire, ça n'a pas forcément grand intérêt. Si tu fais des sports de résistance et d'endurance, c'est peut-être beaucoup moins intéressant la créatine. Oui, c'est moins intéressant. Mais pourquoi pas tester aussi. Après, c'est une balance entre je veux rajouter de la charge mentale dans mon quotidien et prendre un complément en plus, et je regarde ce que je gagne en face. Si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. C'est libre à chacun. Okay, C'est vrai que c'est quand même vachement intéressant. Et après, la meilleure assimilation, c'est par eau, pas gélule, donc poudre que tu dissous, et c'est de prendre le matin ou avant les entraînements. Ça, pour ce qui est de la forme, je sais pas, mais j'ai tendance à dire que si c'est en poudre, bah il n'y a pas besoin de dissoudre de la gélule dans l'estomac. Un truc que tu fais bien de me le dire, que j'ai oublié de dire, c'est que la créatine, elle est un petit peu hypoglycémiante. Ah ouais, ça j'ai entendu. Donc pas avant les entraînements, c'est ça. C'est ça, c'est les pré-workouts avec de la créatine, c'est de la merde, c'est ça? Voilà. Okay. Il vaut mieux pas prendre de la créatine juste avant l'entraînement, et surtout, alors idéalement, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais arrêté d'en prendre, les maximalistes te disent, alors la créatine, il faut en prendre 5 grammes par jour, il faut étaler les prises. Mais oui, en fait, j'ai pas que ça à foutre, tu vois. Moi, j'ai envie d'avoir un moment dans ma journée où je pense au complément, 2 maximum, matin et soir. Et donc, je dirais, tu prends 2 grammes le matin, 2 grammes le soir. De toute façon, tu charges le muscle sur une période de 3 semaines à un mois, donc ça n'a rien changé si c'est pas autour de ta séance. Voilà, pour la créatine. Et peut-être que le côté hypoglycémiant, c'est lié au fait que ça augmente la synthèse du glycogène et que du coup, ça va mobiliser du glucose pour aller faire du glycogène, je ne sais pas. C'est une intuition que je balance comme ça. Si un médecin passe par là, il pourra peut-être nous dire. Voilà. Tu m'avais demandé du coup, quelle est l'activité sportive la plus adaptée? Alors, est-ce que tu peux mettre de la nuance dans ta question? Première chose, pour qui? À quel moment? Moi, je dirais quelle est l'activité sportive la plus adaptée quand on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Et pour les traders, on va dire, donc je sais pas, pour toutes les personnes qui sont vraiment très exposées au stress. Moi, je te donne mon ressenti, par exemple. Tout ce qui est sport d'endurance ou vraiment très cardio. Enfin, allez, vraiment tout ce qui est sport d'endurance, genre ça n'a pas un effet énormément intéressant parce que je trouve que ça te prend trop d'énergie, ça t'épuise, après tu es obligé de dormir, enfin bref, c'est pas évident. Alors que je trouve que les sports beaucoup plus genre explosifs, cardio ou haute intensité, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait ça te décharge tout vite. Mais après, genre tu récupères quand même relativement vite, enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Et en plus, ça prend moins de temps quand même parce que le problème c'est quand tu fais des séances d'endurance, souvent ça prend beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas énormément de temps. Donc, je préfère faire plus de sport courte intensité, enfin haute intensité et des séances plus courtes que de. Et en plus, j'ai l'impression qu'aussi, enfin, je sais pas comment je sais plus, on en a discuté, mais je crois que quand tu fais de l'endurance, le stress métabolique est pas le même et le cortisol que tu génères, c'est pas du tout. Enfin, je sais plus si c'est avec toi ou quelqu'un d'autre que j'ai discuté ça. En gros, il me montrait genre la différence entre, je crois que c'était le cortisol que ça générait ou le stress nerveux, enfin la récupération sur le système nerveux, sur le système musculaire, sur le système, en fonction de tous les types de sports, endurance, pas endurance, haute intensité, plus cardio, plus musculaire.
Et en gros, de la conclusion qu'on avait faite, c'était quand tu n'avais pas beaucoup de temps et que je sais pas, tu fais des trading, tu avais beaucoup de stress. Ouais. Le meilleur type de sport, c'était du sport, genre limite, c'était l'hypertrophie, donc principalement genre gym, ou genre sport de combat, ou genre sport à très haute intensité, quoi. Ok, c'est ce que j'allais te dire. J'ai noté 4 axes importants, là, à l'instant. Mhm. Quand tu es trader, il faut combattre la sédentarité, il faut s'assurer que l'oxygénation est bonne, que le système cardiovasculaire fonctionne correctement, parce que si tu respires mal et que tu t'oxygènes mal, bon courage pour prendre des bonnes décisions, des décisions rationnelles. J'ai noté le défoulement, la nécessité de se défouler pour éviter de subir les effets de l'inhibition de l'action, comme on en a déjà parlé. Comme j'en parle dans le cours beaucoup, parce qu'on est statique, on est devant un écran, on génère du stress parce qu'on est en position de risque et on ne peut ni fuir ni combattre. Donc on s'inhibe, on génère du stress, cette énergie on la garde en nous, il faut la faire sortir à un moment. Donc défoulement. Les dernières choses que j'ai notées, c'est que il faut pas trop tirer sur le système nerveux parce que le trader c'est déjà un sportif de haut niveau cognitif, et donc il peut pas, à mon avis, se permettre d'épuiser son système nerveux dans une pratique sportive. Il faut que la pratique sportive, elle soit optimisée pour soulager spécifiquement le système locomoteur, le système endocrinien, etc. Il ne faut pas qu'elle tire trop sur le système nerveux, tu vois. Donc par exemple, j'aurais tendance à éviter pour un trader, comme tu l'as dit, de faire des efforts cardio de longue durée, d'aller faire un semi-marathon ou quoi, ça tire beaucoup sur le système nerveux, c'est très éprouvant. En plus, ça vide toutes tes réserves de glycogène, ça vide toutes tes réserves d'énergie, donc après, comme tu l'as dit, tu te sens épuisé, il faut absolument que tu manges, etc. Ce que ne fait pas la marche, bien sûr. Et je déconseillerais aussi de faire de la force, d'aller à la salle et de faire des séries très courtes en essayant de faire des performances. Parce que ça sollicite peu les filières énergétiques, ATP, etc., dont on parlait tout à l'heure. Ça sollicite peu le cardio, mais ça sollicite énormément le système nerveux. Et je sais pas si tu as déjà eu cette expérience, quand tu vas à la salle et que tu fais une séance jambes, par exemple, ou une séance où tu fais des gros exercices polyarticulaires, type du squat, qui sont des exercices qui non seulement sollicitent le système musculaire, musculo-squelettique, mais aussi le système nerveux énormément, parce qu'il y a une grosse charge, il faut gérer l'équilibre, et c'est un effort qui est tellement global qu'il est très épuisant sur le plan nerveux. Quand tu fais une séance comme ça, et qu'après tu dois te concentrer sur un travail intellectuel, c'est pas évident, tu vois. Donc j'aurais tendance à dire comme toi, que l'idéal c'est d'aller chercher la stimulation musculaire sur des séances relativement courtes, avec une intensité pas trop élevée. De toute façon, encore une fois, tu peux pas être un trader pro, le meilleur des traders pro et le meilleur des gym bros. Tu peux pas tout faire en même temps. Il faut choisir. Donc, je dirais, va à la salle, fais des séances de musculation de 1 heure maximum et ne va pas au-delà de 70% de tes max. Ne cherche pas à faire des séries trop courtes. Fais des séries de 8 reps minimum et tu peux monter jusqu'à 10, 12, même 15, même 20 si tu veux, parce que du coup il y aura un plus gros travail cardiovasculaire et ça c'est intéressant. Méthode Lafay, pourquoi pas. Moi j'ai fait la méthode Lafay pendant des années, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Mais tu peux appliquer les préceptes de la méthode Lafay dans des séances avec des charges, dans des séances en salle. C'est ce que j'ai fait aussi pendant longtemps. Ensuite, oui, sport de combat. Pour moi c'est ça le mieux, parce que c'est comme ça qu'on se défoule le mieux. Ça veut Et pas dire le contraire. si t'es dans une bonne salle et qu'il y a des sacs, qu'il y a des gants, qu'il y a un octogone, alors là c'est paradis quoi. L'octogone. Le plus L'octogone. important, c'est l'octogone. En vrai, je sais pas si tu vois le même en crypto ou c'est un même, après c'est anglais, je sais pas, tu sais, c'est genre Enter the Arena, tu sais, en gros, c'est un peu peu importe ce que tu fais, à un moment donné en crypto, tu vas faire des shitcoins, ça, tu rentres dans l'arène, genre l'arène de shitcoin, l'arène des produits dérivés, l'arène truc. Et en vrai, c'est un peu la vérité, hein, tu sais, c'est the end of the day. Enfin, après, il y a beaucoup de personnes qui disent que en crypto, c'est c'est un jeu à somme zéro, zero sum game. Moi, je pense pas parce que je pense que le marché a de la croissance. Et donc, en fait, quand tu gagnes $1, tu le prends pas forcément à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être, genre, je sais pas, 10-20% qui est de la croissance du marché, voire plus. Et que finalement, en plus, même s'il y a de la croissance, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes aussi qui, enfin, bref, imaginons pour simplifier, voilà, il y a de la croissance. Mais bon, à the end of the day, quand même, quand tu gagnes de l'argent, c'est que tu le prends à quelqu'un d'autre. Là, on l'a vu en ce moment, il y a des très gros pumps en crypto. Tu as plein de personnes qui se font short squeeze, etc. Ouais. Ou des personnes qui laissent beaucoup d'argent sur la table. Et donc, ce même de Hunter the Arena, je pense qu'en fait, les gens se rendent pas bien compte en crypto. Et je pense qu'en fait, si les gens faisaient plus de sport de combat et qui rentraient vraiment dans la cage, dans l'octogone, comme on dit, je pense qu'il y aurait plus l'idée de entering the arena et que c'est pas rigolo. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait faire le jeu. En fait, tu prends 10 mecs, tu les mets dans une cage, ils ont tous 100 euros. Et c'est le premier qui sort avec le plus d'argent. Et en fait, c'est un peu ça les marchés financiers, juste les gens s'en rendent pas compte. Ça existe, les concours de trading. Bah, c'est les vieux de la vieille qui font ça sur les marchés trading. Mais je reviens sur ce que tu as dit. Même en crypto. En vrai, tu as les top PNL, Bybit, Binance, on peut voir les noms, etc. Donc, ça existe aussi. Hein. Ça reste quand même une compétition. Mais je pense que les gens sous-estiment à quel point c'est une compétition. Surtout qu'on a plein qui jouent quand même beaucoup le côté trading. Après, quand tu es investisseur, c'est un petit peu différent parce que justement, cette compétition-là, tu la vois de façon un peu avec une approche différente. Mais
Mais ouais, c'est quand même très très violent. Donc je pense que ce sport de combat, c'est pas plus mal. Non, c'est très très violent. C'est pour ça que je dis que c'est déjà un sport de haut niveau et qu'il faut surtout pas considérer ça comme un hobby. Il faut surtout pas faire ça pour se distraire, pour s'amuser. Il faut le prendre extrêmement au sérieux parce que sinon tu vas te faire dévorer. Et je Ça, reviens c'est sur un sûr, truc ouais. que tu as dit que je trouve intéressant, que tu as dit que selon toi la crypto c'était pas tant que ça un jeu à somme nulle. Bah, je suis assez d'accord, j'avais jamais réfléchi à la question, mais je pense que les marchés traditionnels sont beaucoup plus un jeu à somme nulle que la crypto parce qu'en fait ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de vraie croissance dans les marchés tradis. Enfin, pas dans toutes les boîtes, j'exagère, il y a des boîtes qui font de l'attraction, qui tirent tout le monde vers le haut, mais Mm. la crypto est plus en croissance que les boîtes du CAC 40, quoi, globalement. Ouais, je sais pas, moi j'ai peut-être un avis différent. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué parce que il y a quand même une grande partie de la croissance parfois qui est genre ce qui est un peu une croissance. En fait, ça dépend ce que tu détermines là. Moi, je préfère déterminer, enfin, d'où vient la croissance aussi. Après, est-ce qu'il y a de la valeur qui est créée et d'où vient la Oui, c'est création ça de que je veux valeur? dire. Attention, Euh, j'ai amalgamé euh, croissance et valeur. ouais. Il y a plus de Donc, création de valeur ouais. dans la crypto. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais dit peut-être qu'il y a plus de création de valeur dans les marchés traditionnels parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'applications crypto IRL. Alors que quand même, genre, il y a des trucs qui T'as sont raison, hyper importants dans les t'as marchés raison. traditionnels. Je Mais je pense dois, que du coup, il y a je plus dois- de création de valeur dans les marchés traditionnels. Et après, c'est sûr que sur la croissance, les marchés crypto, c'est un marché qui a une très forte croissance. J'aurais dû Après, dire, c'est toujours difficile à mesurer le nombre d'utilisateurs, les personnes qui utilisent la technologie, ouais. comment le réseau est utilisé, etc. Non, j'aurais dû Mais je dire, pense que il y a plus de potentiel de création de valeur ouais, ça c'est sûr, hein. Ça c'est dans la sûr, ça c'est crypto. sûr et certain. Parce qu'à un moment donné, Coca-Cola, bon, après ça dépend ce que tu définis à création de valeur, hein. Je pense que la plupart des boîtes dans le Nasdaq, ça reste des boîtes qui n'ont pas forcément eu un impact si positif que ça sur l'humanité. Il y a quand même des boîtes, enfin ouais, tu prends Coca-Cola, bref, après le but c'est pas de faire critiquer certaines boîtes, mais t'as plein de grands On groupes, peut, plein hein. de grands lobbies qui sont pas forcément, ouais, Ouais, qui sont pas forcément chacun y voit son avis. Il y en a qui trouvent complètement. Coca-Cola génial. Moi j'ai des actions Coca-Cola, donc je vais pas les critiquer. Après ils vont pas payer les dividendes, Moi, mais j'ai des actions totales, tu vois, je suis très content. Je le dis à la fin de la vidéo, je sais que les plus hystériques, ils iront jamais jusque-là, ils vont pas me casser les couilles, tu vois. Après, franchement, Total, encore une fois, je connais pas bien cette action-là. Il faudrait rentrer vraiment dans le détail. Mais par exemple, Total, ça rentre dans une boîte où il y a un ranking ESG. Et je serais curieux de voir le ranking ESG de Total, que ce soit pas forcément que sur l'environnement, sur le social et gouvernance. Ouais. À un moment donné, il y a bien des gens qui doivent extraire le pétrole et qui doivent le faire. Peut-être que Total, c'est une des boîtes qui le font Ah, de la c'est le meilleure façon boulot, au hein. monde, avec l'impact peut-être le plus petit. Et peut-être qu'il y a une grande partie de ce qu'ils font. Je sais que je vois souvent passer des trucs. Après, ça peut être un Ouais. peu du marketing, mais sur certaines filières dans lesquelles ils investissent et tout ça. Donc, je serais curieux de voir. Et souvent, il y a des boîtes, on se rend pas compte, on a l'impression qu'elles ont des impacts carbone gigabons ou gigamalsains. Et en fait, quand tu regardes les rankings, Oui, mais c'est attends, pas forcément le cas. de ça. Ça va me permettre de faire le lien avec un truc, je pense qu'après on pourra clôturer. Est-ce que tu as déjà lu René Girard? Est-ce que tu connais sa théorie du bouc émissaire? Ouais. Ok. Mais ça veut dire Bouc émissaire, pas forcément, mais René Girard, ouais, je connais bien. Je te le Enfin, fais en deux, parce j'ai que déjà pour vu un peu moi, ses vidéos. c'est un des trucs les plus importants Mm. pour comprendre cette société de fous. La théorie du bouc émissaire, c'est de dire que les groupes humains, étant terrorisés par l'incertitude, ont besoin de s'organiser en communauté, en groupe, et de se fédérer autour d'un bouc émissaire pour trouver une direction, pour trouver un but. Mm. Et ce qui se passe aujourd'hui avec une boîte comme Total, c'est que Total, l'entreprise, et encore plus son PDG, ça marche encore plus si on a une personnalité, est devenu le bouc émissaire des écologistes les plus dogmatiques. Mm. Et en fait, ils se fédèrent autour du bouc émissaire Total. Total est la source de tous nos maux. Et c'est même une stratégie intéressante des États et des gouvernements, je trouve, c'est qu'ils ont tendance à faciliter, des médias plutôt, à aider les gens à désigner un bouc émissaire pour leur dire, Mm. ok, dirigez votre haine et votre colère et votre Mm. agressivité vers ce bouc émissaire, c'est pas nous. Et ça, c'est une stratégie de gestion du stress inconsciente qu'adoptent la plupart des gens, puisqu'on l'a dit, quand on génère du stress et qu'on n'a pas de moyen de l'extérioriser, on va exprimer de l'agressivité, on va se défouler sous forme d'agressivité, de colère, de violence, et inconsciemment, quand on réfléchit pas trop, bah ça va se faire sur le bouc émissaire, tu vois. Quand les gens manifestent et hurlent pour dire que Total c'est les méchants qui détruisent la planète, c'est à ça qu'on assiste en fait. Tu vois, d'un point de vue anthropologique, sociologique, c'est des gens qui se fédèrent entre eux, qui pensent pareil et qui ont désigné un bouc émissaire et qui hurlent dans la rue pour exprimer leur agressivité et se défouler. C'est horrible, hein, Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. ça. Et je sais plus, j'en parlais il y a pas longtemps avec un copain. On parlait justement pas de Total, mais d'une action similaire à Total, on va dire, où c'est des énergies fossiles, etc., Ouais. etc. Et après, je disais, mais en fait, je sais pas pourquoi, en fait, parce qu'il faisait un peu la morale. Il est français, donc forcément, c'est souvent lié. Et il avait un t-shirt Louis Vuitton. Et je disais, mais en fait, tu penses vraiment que Louis Vuitton, ça génère rien comme croissance, ça apporte pas de valeur à l'humanité. Les gens, enfin, Total, à un moment donné, les gens peuvent créer de la valeur économique parce qu'ils se déplacent avec leur voiture. Ton t-shirt Louis Vuitton, tu sais pas où est-ce qu'il a été fait, tu sais pas l'empreinte carbone qu'il a voyagé dans le monde pour que tu l'achètes. Tu l'achètes. Enfin, tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu regardes finalement, à the end of the day, il y a
on critique souvent les boring business comme ça, des énergies fossiles, mais heureusement qu'ils sont là, sinon on ne pourrait pas faire Mais grand-chose. s'ils n'étaient pas là, on ferait quoi? On tournerait qu'avec des éoliennes et des panneaux solaires. Ouais, Ah non? voilà. En fait, Et l'Allemagne l'a bien prouvé que Et c'était l'Allemagne, très compliqué de faire tourner une économie avec des éoliennes et des panneaux solaires. ils sont en train d'agrandir Euh, leur mine de charbon, les mecs. Donc bon. Et en plus, moi, je suis convaincu que le problème, bon, après, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on discute normalement, mais c'est qu'en plus, ces raisonnements-là, en fait, ils détruisent énormément de valeur, en fait, beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est sûr. Et en fait, je pense que c'est un peu le problème qu'on a en Europe, en France, sur certains secteurs. Parce qu'en fait, on a tellement laissé des trucs, genre des absurdités vraiment complètement fausses, genre être la vérité commune, en fait, que ça a détruit tellement de valeur. Tu prends l'énergie nucléaire, les centrales nucléaires, genre tu regardes tout ce qu'on a fait, mais la catastrophe que c'est. On était les leaders mondiaux là-dedans et tout ça. Et en fait, et encore une fois, je pense que les gens sous-estiment genre la destruction de PIB qu'on a fait en tenant ces discours-là, en fait. Destruction de PIB, mais genre L'idéologie fait c'est mal. un truc de ouf, quoi. Et les gens se rendent pas compte, mais on paye l'électricité comme ça en France parce que y a des mecs qui pensaient des trucs bizarres il y a 30 ans et on leur disait rien. Alors que c'était factuellement faux, c'était scientifiquement faux, c'était économiquement faux, c'était faux sur tous les niveaux. Enfin bref, je trouve ça toujours un petit peu marrant. Ça me fait penser je sais plus qui, la citation de qui. Quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables. Okay. Aujourd'hui, les mots ont changé de sens, à commencer par le mot écologie. Plus personne ne comprend rien à ce que ça veut dire au fond. Et quand les gens n'ont pas les fondamentaux, ils peuvent pas prendre des bonnes décisions. Et les fondamentaux de ce dont on est en train de parler là, c'est les mêmes que les fondamentaux de la santé. C'est les lois de conservation de l'énergie. C'est assez simple. Faut se prendre la tête. Faut au moins prendre le temps de creuser un peu et de sortir des idéologies et des récits bien lisses. Ça c'est sûr. Il faudra qu'on fasse une émission dédiée à ça, je crois. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais de toute façon, c'est pas forcément une bonne idée, mais on verra. On va se tirer une balle dans le pied si on fait ça. On va finir avec un article dans Libération. On va se faire cancel de la Matrix. Ouais, putain. Bon. On a fait le tour des 3 sujets. Ça fait 40 minutes. Écoute, on a dit qu'on essayait de faire court. On aura presque réussi. J'ai essayé. Une fois de plus. Des questions ou c'est tout bon pour toi? Tu veux... Moi, c'est tout bon pour moi. Hein. C'est tout bon pour moi. Bah, écoute, je t'enverrai le lien là pour le panneau lumière rouge que tu veux tester. Et puis voilà. Et puis j'espère que tu vas faire quelques sparring pendant les vacances de Noël. Moi, oui. Ça, c'est sûr. Un grand espoir. Ouais, en plus, je vais peut-être des informations là-dessus bientôt, mais je vais pas en dire trop maintenant. Ouais. Et ouais, j'essaie de me remettre un peu là-dedans. Très bien. Bon, super. Bah écoute, Julien, je te dis... On prépare les combats pour 2024. Combat 2024. Non mais ça serait incroyable. Combat entre influenceurs, combat entre traders. Bah, tu sais qu'il y a beaucoup ça en crypto. C'est un truc que les gens connaissent pas forcément. C'est plutôt dans le crypto game anglais. Mais tu as souvent des combats à Dubaï. Là, tu as eu la 2e édition ou la 3e édition là, il y a 1 mois et demi. Et en fait, tu as des influenceurs crypto qui se battent entre eux. Donc, c'est vraiment très amateur, voire quand même pas mal amateur plus. Et ils se battent entre eux, des très gros influenceurs crypto. Genre, et c'est assez marrant en vrai. C'est génial. C'est mieux que les combats de nains. Mais non, c'est pas mal parce qu'en plus, il y a souvent des petites, ils s'engueulent un peu sur Twitter. Donc après, ça crée un peu un show et tout ça. Donc je trouve ça plutôt marrant. Ouais. Mais c'est bon enfant, hein, c'est pas. Ouais. C'est pas des gros chaos. Il n'y a pas de fracture du crâne, quoi. Il n'y a pas de genou sauté, genou menton, quoi. Non. Et puis c'est fait dans un cadre au moins professionnel, dans un ring avec un arbitre et conditions de sécurité un petit peu. Et pas n'importe quoi dans un truc bizarre. Ok. Bah écoute, faudra qu'on ouvre notre propre ligue avec tout l'argent gagné sur Solana. C'est le but. Là, on va ouvrir l'UFC, UFC++. Crypto UFC. Pour revenir avec des vêtements traditionnels de l'époque mérovingienne. Ou alors carrément, on pourrait faire des combats gladiateurs, mais je pense. Non, mais ça, c'est un truc, par contre, il faut créer une marque avec des couturiers, du vrai savoir-faire pour recréer des vêtements des rois mérovingiens. Mais je sais qu'il y a des ligues en France, hein. Je sais qu'il y a des ligues en France de combats médiévaux, oui. Et je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des ligues, ouais. Mettre cher avec des gros glaives et des armures de 30 kilos, j'ai vu. Exactement, ouais. On fera ça avec des sponsors crypto. Non, mais je note tout ça. Programme pour 2024. Ok. Eh ben, passe de belles fêtes. Profite de la famille. C'est important. Toi aussi. Pour le bien-être. Et à vous aussi, hein. Joyeux Noël à tout le monde d'avance. Et on se revoit semaine prochaine. On sera le 29. Oui, 29, ça va. Entre les deux fêtes. On peut se faire un épisode. Tu me dis. Avec plaisir. Avec plaisir, moi je suis toujours disponible. Ok, super. Tant que c'est dans le planning et que c'est régulier, moi ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Pareil. Ça marche. Au top, on se fera ça. Merci à tous d'avoir écouté. Merci et à on tous, se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Yes. À bientôt.